Bienvenue dans Tête à Tête. Merci de nous retrouver ce soir. Je suis avec deux frères. Leur visage vous est peut-être familier. Ce sont deux artistes, deux frères, les frères Guissé, qui, je crois, ont créé leur groupe en 1995. Mais pas que les deux, ils sont trois de base. Très ravi de vous recevoir ce soir. Un plaisir. Hein? Un plaisir. Djiby, cher, bonsoir. C'est lui, Djiby. Comment les distinguer déjà? Parce que vous ressemblez de prime abord tous les trois. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là, de se retrouver tête à tête, comme on dit. Voilà. Comme m'a dit, parce que je vous ai tous les deux. Alors, qui sont les frères Guissé? Bon, les frères Guissé, c'est un groupe d'abord de famille, hein, de sang et de son. Donc il y a le sang qui coule et il y a le son qui tourne autour de nous. Et on a eu la chance d'avoir une famille qui a le rythme dans le sang. Et donc une grande famille comme toutes les familles sénégalaises. Mais nous, d'abord les deux et puis trois, encore deux, on a eu la chance de partager, de se regrouper comme ça, hein, sans improviser. On s'est retrouvés autour de nos guitares et du son. Vous êtes que trois ou dans la famille? Oui. Non, c'est pas que trois. Il y a trois qui sont engagés à aller ensemble. D'accord. D'abord, c'était deux, comme il l'a dit. Hein. Ouais. Au départ, j'étais avec Cher seulement, on faisait les trucs à deux. Oui. Ali, il était dans le milieu théâtral. On l'a récupéré en tant que percussionniste. D'accord. Bon, nous avons sillonné donc le monde pendant 20 ans. Il dit, bon écoutez, pendant 20 ans c'est beaucoup. Là, j'ai besoin de faire ma famille, de fonder une famille. En même temps, suivre une autre formation, il est parti s'installer au Canada. D'accord, il n'est plus au Sénégal Oui, avec il vous. n'est plus au Sénégal, il est parti s'installer. D'accord. C'est pourquoi, des fois, on voit à deux, etc. Bon, c'est bon, quoi. 20 ans, c'est bon, quoi. Comment avez-vous créé, du coup, vous me dites tout de suite par le son, par les liens du sang, mais comment avez-vous mis en place le groupe Les Frères Guissé? Bon, d'abord, ça va faire 30 ans, mais officiellement, on va dire en 95, parce que la première cassette, on ne va pas dire album ni CD, mais à l'époque, c'était des cassettes. On va dire la première cassette, c'était en 95, qui est la cassette de Fama. Donc, mais avant ça, on se faisait accompagner par d'autres musiciens. On était dans d'autres groupes. On a fréquenté beaucoup de formations. Mais à chaque fois que les groupes éclataient, nous, on se retrouvait parce qu'on était les chanteurs. Eux, ils étaient des instruments. Ils se retrouvaient dans d'autres groupes. Et nous, seuls à la maison. Mais entre-temps, on a appris à jouer à la guitare. D'abord Djiby, et il m'a appris à jouer à la guitare. Donc, à chaque fois que ces groupes s'éclataient, le dernier, si je me rappelle, c'était le groupe de Oasis. Il y avait les Dembel Diop qui est actuellement au Super Diamano, Ibn Ndiaye qui faisait du clavier, d'autres musiciens, le batteur de Baba Mal, Alioune Diouf. Donc le groupe s'est éclaté, ils se sont retrouvés dans d'autres groupes et nous à la maison. Mais heureusement avec nos instruments. Et on était là toujours à jouer à la maison, autour du thé, avec les amis, à la plage, partout. Et c'est comme ça que c'est venu. On ne s'est jamais dit que boy, on va créer quelque chose. Non, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Voilà. Du coup, là, vous me faites penser tout de suite au clip de Fama que vous aviez tourné, il me en semble, à 95, voilà. Ils étaient là. Ah, ça fait presque de longtemps. grands souvenirs. On a tourné en 95. En 95. Le clip Fama, on l'a tourné en 95, ça a été le premier. En fait, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, on ne s'est pas dit on va créer un groupe. Ouais. Parce qu'on passait du temps à chanter d'abord au quartier, ensuite au lycée. Parce que c'était un engagement en fait. Ce n'était pas une chanson, ce n'était pas de belles voix, mais c'était plutôt engagement politique même, je dirais. Parce qu'à l'époque, les messages se faisaient passer par les chansons dans les associations sportives et culturelles. Ce qu'on appelle les ASC. Il y avait un très grand mouvement culturel. C'était pour éveiller les gens dans des situations même politiques en réalité. Et à partir de ça, on chantait à l'école, c'était comme ça aussi. Et après, bon, ça a continué. C'est venu tout seul. Comment avez-vous su retirer votre épingle du jeu? Parce qu'à cette époque, il existait déjà beaucoup de chanteurs, beaucoup de styles musicaux. Comment vous vous êtes démarqué de tout ça? Bon, je pense qu'à un moment donné, la chance que nous avions, c'était un peu le style.
où est le nombre du groupe, le nombre des musiciens, je vais dire plutôt. Parce que souvent, on a l'habitude de voir au Sénégal des groupes de 12, 13, 9, 7 personnes. Et nous, on était venus d'abord avec une musique qui était très légère et dépouillée, seulement 2 instruments et 2 voix. Et c'était un peu... Les Sénégalais l'ont bien accueilli. En ce moment, c'était vraiment entre les très bons musiciens, hein, les Lemzo Diamono, les Falloudien, il y avait beaucoup d'autres groupes qui animaient, vraiment, qui étaient devant, sur la scène, quoi. Et nous, on est arrivés avec une musique un peu spéciale, parce que seulement avec 2 instruments, la première fois qu'on a joué à l'université, de Matok Degboy, en plus, ils ne sont que 3. Non, on n'est que 3. Voilà, donc on était 3 sur scène avec 1 million de personnes devant. Sur scène, on a assuré un concert de plus de 2 heures. Donc, c'était un peu spécial, quoi, de voir un groupe, mais vraiment très réduit, quoi. Donc là, c'était en faveur. Et le fait d'avoir cette musique et de l'exploiter à l'étranger. On était souvent invités, toujours même, souvent invités à l'étranger. Donc c'était un peu la spécialité du groupe. En termes de vente, ça se passait bien aussi? Vous avez vendu beaucoup de... À l'époque. Avec la cassette femme-là, on a acheté une voiture. Notre première voiture, on l'a eu avec la cassette femme. Ok. Parce que le producteur... comment il s'appelle? Il va réveiller les souvenirs. Hein? Mais oui, il faut, en tant qu'affaire. Il faut les réveiller. C'est celui qui encore. Comment il s'appelle? Tala Diagne. Tala Diagne. Tala Diagne, parce que nous, à l'époque, c'était pas évident. Parce que nous, on avait choisi de faire de la musique. On s'est dit qu'on fait de la musique folk africaine. D'accord. On ne veut pas de la musique d'ambiance comme on le voit. Pourquoi ce choix? D'abord, c'est qu'on a eu à avoir une formation musicale dans des groupes pendant au moins une quinzaine d'années. D'accord. Avant, parce que quand on était au lycée, pendant 15 ans, on répétait. Et on s'est dit qu'il faut une musique internationalisable. C'est ça qui nous a poussé. C'était votre objectif. Ouais. Ça, c'est mon. C'est son mot. C'est son mot. Hein? On est au Sénégal. C'est comme les dibiteries. On revient. Tout secret. Alors, et là, on s'est dit qu'on va trouver une musique exportable, internationalisable. Et quand on a rencontré le plus grand producteur africain, c'était Silla. Ah, Silla, oui, Ibrahim Silla. Il dit que oui, ce que vous faites, c'est bon. C'est lui qui a trouvé le nom de Frère Guissé. D'accord. Parce qu'il écrivait Guissé et Frère. On lui a donné une cassette de maquette. Et quand il nous rendait la cassette, sur l'enveloppe, il a écrit Guissé et Frère. Et ça nous a donné. Très bien. On a investi. C'est là qui a trouvé ce nom. Oui. Alors, il nous avait proposé, je vais vous amener en France. À l'époque, on avait là, dans la France. Il faut que vous veniez en France. C'est comme ça que c'est parti. Et vous êtes parti. Ouais. Et nous, comme ça prenait de la lenteur, et on avait commencé à jouer dans les cabarets. Chaque fois qu'on jouait, on gardait de l'argent pour la production. D'accord. On entrait en studio, on enregistrait, après on s'arrêtait. Parce qu'on n'attendait pas, on ne pouvait pas l'attendre. C'est comme ça qu'on a pu enregistrer notre premier album. Super. Ouais, et puis ça nous a poussé maintenant, comme on a eu les premiers contrats, à commencer à aller, ça a commencé à satisfaire les gens. On est 3 personnes, les gens sont satisfaits, mais on s'est dit, allez, c'est ça quoi. Il faut continuer. Génial. Et on a voyagé avec partout. Partout. C'était à Paris notre premier, d'abord en Côte d'Ivoire, puis à Massa. Nous avons représenté le Sénégal. Et notre premier contrat a été le Vietnam. Le Vietnam, qu'est-ce qu'on va faire au Vietnam? Et ensuite, non. Donc à l'époque, il y avait le producteur aussi, Mamadou Conté, feu Mamadou Conté. Voilà, on a joué, son club nous a lancé. On a fait, Djibi et moi, presque tous les clubs de jazz de Dakar, de 89 à 95. Quoi. Il y avait les Cœur Samba, il y avait les Tamango, il y avait les Offshore, il y avait les Café Cons, même pas Café Cons, mais Café Cons, Albert Sarro. Donc on faisait des petits cabarets jusqu'au moment qu'on a découvert le Tringa qui était ouvert. On est venu, ils nous ont auditionnés. Du premier jour à la fermeture du Tringa, on était là. Et donc là, on a croisé Mamadou Conté, qui nous a amenés pour la première fois en France dans son festival Africa Fête. Et là, c'est parti. Mais une autre idée géniale que j'aime bien raconter souvent, il y a une partie en Afrique, en Côte d'Ivoire, un festival qui était magnifique, qui existe toujours, mais malheureusement plus comme avant.
Et c'est la guerre en Côte d'Ivoire qui a vraiment détruit, chamboulé ce festival. Mais c'était le Massa, c'était le marché des arts. C'était comme la foire de la musique. Il y avait tous les décideurs du monde. Il y avait tous les producteurs, les grands producteurs du monde. Tous les tourneurs qui venaient pendant 15 jours ou une semaine à la recherche des groupes. Donc c'est là qu'on a joué dans une salle qu'on appelait Sinoche en 45 minutes. Seulement 45 minutes. On sort de la salle, on avait presque tous les producteurs du monde devant nous. Incroyable. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous faites en décembre, qu'est-ce que vous faites en janvier, qu'est-ce que vous faites chaque groupe. Les tournées se sont enchaînées. Et là, c'est parti de... Je me dis toujours que c'est parti de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et j'aime bien, c'est parti de l'Afrique, quoi. Tout à fait. Vous faites beaucoup de tournées africaines? On n'a pas beaucoup tourné. Pas beaucoup, plutôt en Occident. On a fait quoi? On a fait même le Cameroun, Mali, Cameroun, on a... Non, plus proche, plus grave. Hein. Gambie, Guinée. Non, Gambie, on n'a jamais fait là. Ok. Donc, les musiciens qui se déplacent, souvent c'est les musiciens mbala qui se déplacent vers la Gambie. Anecdote sur moi, quoi. Anecdote. Il y avait... Oui. Il y avait, jusqu'à présent même, quoi, un bon festival au Burkina. Oui. C'est le festival de Koudougou. Ils étaient deux gars qui nous ont vus. L'un, un promoteur camerounais. Chaque année qu'il nous appelle, on leur dit, écoute, on a une tournée en France, ou bien en Allemagne, ou bien. Et le gars, pendant 3 ans, et le gars du Cameroun, lui, il s'est fâché, quoi, il a arrêté, quoi. Il a arrêté de vous solliciter. Ouais, il a boudé, quoi. Bon, il dit, vous, là, bon, c'est pas grave, quoi. Bon, allez, il restait le gars de Koudougou. La 4e année, le gars de Koudougou, il a eu l'occasion, il ne s'est rencontré quelque part. Il dit, vous, là, vous préférez aller en Europe, là, chez les Blancs, là. Que venir en Afrique. Quand il a dit, l'année suivante, on a été là. C'était sa technique, quoi, de nous attirer. Mais c'est un grand festival, tellement bien qu'on a fait 4 années de suite. 4 années de suite. C'est notre 2e ville en Afrique. D'accord. On voit la poussière. C'est la ville de Thomas Sankara. Super. Nice. Chez Thomas Sankara. Alors, en termes de récompenses, vous en avez eu combien? Quelles sont celles qui vous ont plus marqué? Mais ce qui nous a beaucoup plus marqué, c'était au Canada, au Festival d'été de Québec. C'est pourquoi on était avec un groupe, l'organisation qui préférait que l'autre groupe, je suis désolé de raconter, hein, mais quand même il faut raconter, qui préférait que l'autre groupe gagne ce trophée. Et nous savions qu'on n'était même pas au courant qu'on était en train de jouer pour gagner un prix. D'accord. Jusqu'à l'ascenseur de l'hôtel, pour descendre, aller vraiment sur la scène, on croise la grande diva Oumou Sangaré, qui était membre du jury. Alors, mes amis sénégalais, alors vous êtes prêts pour le concours? Je dis, quel concours? Non, franchement, dans l'ascenseur, vous ne savez pas que c'est un concours, ce que vous faites là? Je dis, non, nous on est venus jouer, mais c'est un prix à gagner. Hein. Je dis, ah bon? Elle est partie, on a oublié même qu'on avait vu Oumou Sangaré. Et on a joué normalement et on a remporté. Machallah, wow, coup de bol. On a joué, les gens, oui. Il pleuvait, les gens ont pris les chaises, ils ont mis les Incroyable. Ils sont restés regarder. Ils sont restés regarder, super. Super. C'est ça l'image des journaux. Super. Malgré la météo. Ils sont quand même restés, super. Donc ça, et surtout, on a représenté plusieurs fois le Sénégal et ça nous a plu. Super. Au Vietnam, à la francophonie, c'était à l'époque de Abdou Diouf, en 97. Vraiment, on nous dit. Au Massa, c'était souvent le Massa, les pays y vont avec des troupes de danse, des peintres, des musiciens, du théâtre et tout. Mais cette année, il n'y avait que les frères ici. Génial. Et une fois aussi en plein studio en France, on était en train d'enregistrer l'album Yakar avec nos producteurs. L'État sénégalais a délégué qu'on nous cherche pour qu'on aille représenter le Sénégal. C'était les 70 ans d'Aimé Césaire. À la Martinique. Voilà, donc ça, c'est des dates que vous retenez. C'est de bons souvenirs. Alors, vous n'êtes pas que des chanteurs, vous êtes aussi de grands artistes, mais aussi de grands acteurs culturels, des acteurs de développement. Cher, je sais que vous êtes beaucoup en politique. C'est plutôt Djibi. C'est plutôt Djibi.
Mais nous sommes tous tirés dans l'environnement. L'environnement, c'est une cause qui surtout, vous touche. Hein? Pourquoi? Surtout l'environnement. Pourquoi l'environnement? D'un quartier appelé Anne, qui est la partie la plus polluée de Dakar. À l'époque, il y a une trentaine d'années, nous, on a passé toute notre jeunesse, toute notre enfance là-bas, à la baie d'Anne. C'est tout Dakar qui convergeait vers là-bas. Mais en 30 ans, l'État, je ne sais pas le mot, c'est pas fermer les yeux, mais ne s'est pas assumé que du tout. A failli à ses responsabilités. Aujourd'hui, cette baie est la baie la plus sale, je dirais même du monde. C'est dommage, personne ne fréquente. Et nous, nous sommes nés à 300 mètres, 400 mètres, etc., ou bien 500 mètres. Et nous avons aussi à côté de nous un parc. Et c'est le seul parc à Dakar. C'est le seul poumon vert à Dakar. Qu'on a voulu aussi sauvegarder. Et on a voulu se battre pour la réhabilitation, la dépollution de la baie de Hann. Nous sommes engagés en tant qu'acteurs de développement pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça nous a poussé à créer un festival. Et c'est le seul festival africain aujourd'hui sur l'environnement. Et depuis une quinzaine d'années, nous résistons. Vous l'organisez chaque année? Oui, on l'organise chaque année. J'ai dit que nous résistons depuis 15 ans. Pourquoi résister? Résister. Pourquoi? Pourquoi résister? Parce qu'il faut dire que les moyens ne répondent pas comme il faut. D'accord. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot « Nous résistons ». Depuis 15 ans, on l'organise chaque année. C'est des forums, c'est des conférences. Du coup, comment faire pour faire une levée de fonds peut-être pour vous accompagner? On va dire quand même que depuis 2 ans, on a un peu l'accompagnement de la mairie, de quelques structures. La mairie, privée, l'ANAS, le ministère de l'Environnement et surtout l'Union européenne qu'on a eu l'année dernière. On a eu nos amis de ANER, il y a 2 ans. Donc ça veut dire vraiment depuis 2 ans, on s'organise un peu avec ces gens-là pour au moins ne pas avoir de dettes comme il dit, parce que les autres années, on finissait le festival, on continuait de payer les gens. Du coup, les habitants de Bel-Air, ils ne sont pas aussi sensibles et engagés que vous? Mais si, engagés, mais quand même c'est un festival gratuit. On ne demande rien à personne. On ne fait pas participer. On ne fait pas participer. Un jour, un grand musicien, je dirais, parce que quand on parle de Wally Seck, c'est une grosse pointure ici. Un jour, on l'a invité à notre festival, il dit, mais grand, il faut gaspiller de l'argent là. Mais il faut le faire payer. Oui, il faut faire payer. Tout est gratuit. Le parc est plein de monde. C'est plein jusqu'à 1h du matin. Voilà. Et on le fait depuis 15 ans. Ça, ce qui nous intéresse. C'est qu'ils viennent voir? Non, c'est qu'à partir de la musique, qu'on profite de l'audience pour faire passer des messages. C'est ça l'objectif en fait. Mais il faut aussi que les autorités, ils peuvent te suivre une année et puis l'année suivante, ils ne sont pas là. Il faut qu'il y ait une suivi. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de l'environnement. L'environnement, actuellement, c'est la clé de sortie, en fait, je dirais, pour le développement même du monde. Parce que c'est des agressions partout, des agressions qui ne seront pas naturelles, mais ce seront les agressions de l'homme qui ont fait du monde aujourd'hui ce que nous vivons et ce que nous sommes. Et je pense que chacun doit s'engager et que les autorités doivent soutenir certaines initiatives d'acteurs de développement, surtout dans le domaine environnemental. Tout le monde. Sinon, ce sera décevant. C'est ce qui se passe aujourd'hui ici. C'est partout. Nous avons 2 problèmes. Nous avons le Covid et ensuite nous avons le problème environnemental, mais c'est extraordinaire. Cette chaleur, c'est insupportable pour les vieilles personnes. Même si ce n'est pas le Covid, ils pourront les ordures, la saleté partout. C'est ça, en fait, le combat. En fait, le climat, tout ça. Oui, c'est des causes vraiment qu'il faut sensibiliser. Ça touche tout le monde. Mais ça commence à prendre vous trouvez? Vraiment. Même l'année dernière, on a eu aussi l'accompagnement du gouvernement, du président. C'était l'autre année. L'autre année, oui. C'était l'autre année. L'année dernière, c'était vraiment Covid. Ça a été... Alors, Covid. Oui. Comment vous avez vécu le Covid? La question. On bouge pour répondre. Vous, les artistes, en tant qu'artiste et en tant que... C'était catastrophique. C'était catastrophique? Ouais. C'est ça. En fait, nous avons eu non seulement le métier des arts aujourd'hui était submergé l'année dernière, et ensuite nous sommes parvenus à faire un festival. Ce qui n'est pas évident. Parce que tous les métiers ont été impactés. Des métiers qui fonctionnaient. Et nous, on était des métiers en état d'urgence, un métier en état d'urgence qui ne fonctionne pas de rassemblement. Et ce que l'État a fait, c'est bien, c'est donner de l'argent, mais en fait, ce qu'il faut en réalité, c'est pas donner de l'argent. Tu vois, il faut, si on pousse ceux
qui doivent remplir les fonds des droits voisins, qui doivent payer pour cela. Si on pousse à l'application des décrets pour la copie privée, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, l'État n'a pas besoin de l'argent. C'est pourquoi c'est hyper difficile pour tout le monde, parce qu'avec le Covid-là, c'est chaud. Vous n'avez pas eu de tournée, pas d'enregistrement, rien? Bon. Non seulement pas de tournée, mais des tournées ratées, annulées. Annulées partout. Au moins 2 tournées annulées. 2 tournées annulées. L'arrivée du Covid, je pense, au Sénégal, c'était un 2 mars. Nous, ce 7 mars, c'était un 7 mars 2019 ou 20. On devait être en Italie, en Espagne, en Allemagne. Donc au moins. Et comment vous avez rebondi à la crise? Non, c'était pas évident. C'était un peu dur, mais là, ça redémarre un tout petit peu. D'autres activités à côté, peut-être? D'autres activités, mais même toutes les activités bloquées. Ça. Ouais. Donc on était là. Quand même, on a profité de ces moments pour sensibiliser, parce qu'il fallait quand même sauver ce qu'on pouvait sauver du peuple en live. À partir de chez moi, de temps en temps, on faisait des concerts par les réseaux sociaux. C'était ça, le digital. Le digital. Voilà. Moi, j'ai eu en tant que acteur musical, promoteur, à déposer des projets digitaux, mais ça veut dire que pour avoir les accompagnements qu'il faut, mais les gens, ils ne comprennent pas. Il faut dire que le monde, ça va à 150 à l'heure et qu'ici, ça traîne. Le monde aujourd'hui est digital, c'est incontournable. Il faut anticiper pour que les gens puissent vivre, puissent partager cette crise. Moi, en fait, c'est ça mon idée. Voilà. Avant de reparler un petit peu de politique, notamment des locales qui approchent en 2022, quel est votre regard aujourd'hui sur le Sénégal? Vous croyez au Sénégal émergent? Moi, je laisse la réponse aux politiques. Mais vous aussi? Moi, je crois au Sénégal. Oui? En termes de développement, tout va bien? Je crois au Sénégal, je crois au changement du Sénégal. En fait, pour changer le Sénégal, il faut changer les gens. D'abord. Il faut changer le comportement, il faut, etc. Il faut revoir l'éducation, il faut réorienter le peuple. Il faut revoir nos relations avec les autres. Vous voyez, surtout. Et je crois au changement du Sénégal, au changement de l'Afrique. Moi, je dépasse le Sénégal. Je crois à cela. Aujourd'hui, quand on parle de politique, on voit des choses qui se passent en Guinée, c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a le mécontentement. Aujourd'hui, on va ailleurs, c'est les militaires, on va... Parce que tout le Mali, vous voyez, l'idéal, c'est que les populations eux-mêmes dirigent le pays, la société civile y participe, etc. C'est ça l'idéal. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On ne sait pas. Il y a une nouvelle jeunesse africaine qui est en train de... Que dire aux jeunes, justement? Aujourd'hui, ils sont... Actuellement, c'est une nouvelle Afrique qui est en train de naître. Il faut oser le dire. C'est de nouvelles idées, c'est de nouveaux défenseurs de l'Afrique. Ce sont des Africains qui sont en train de s'organiser, qui veulent une nouvelle vie. Et ça, moi, je me dis que c'est de l'espoir. C'est pourquoi je dis que moi, j'ai de l'espoir pour le Sénégal. Les choses pourront changer, ce n'est pas immédiat. Saidi macabi ngaranja den yo ti dalale nyolere yo ti dalale nyolere alla famo ene mama koina dama bauden darani yeles nange nene mama.
ça. Avant de finir, vos projets futurs. Futur. Pour le moment, ce qu'on peut vous expliquer, parce que là, c'est devant nous en début décembre, c'est le festival. Donc, le festival dont expliqué tout à l'heure de Djibi, qui est le festival de l'environnement qu'on organise depuis 15 ans. Mais cette année, il y a quelque chose de spécial. Il y a le sommet mondial de l'eau qui se passera au Sénégal en 2022. D'accord. Et on est en collaboration avec l'organisation de ce sommet. Et cette année, le festival est coloré, ou même, je veux dire, effectivement coloré dans ce sens. Donc ça sera un festival. On y sera. Sensibiliser, parler autour de l'eau, comment ça fonctionne, parler autour de la protection de l'eau, parler autour de l'écoulement de l'eau. Super. Favoriser les peuples qui en ont besoin, les quartiers, comment ça se passe, que les gens comprennent. Et donc c'est tout le monde qui se retrouve au Sénégal en 2022. Et nous annonçons ce sommet en festival en début décembre. Votre message de la fin à tous ceux qui nous suivent. L'Afrique en avant. Yes. L'Afrique en avant et qu'on sème la paix. Parce que là, je pense que les élections de cette année, on n'a jamais vécu ces tensions avant l'élection locale. Quoi, tout à fait. C'est la première fois que ça se passe au Sénégal. Hein. Les élections, souvent, ça se passait normalement, évidemment, comme ça se passait. Mais cette année, on est presque incertain de tout ce qui va se passer, les listes, les coalitions. Tout à fait. Un peu désorienté. Ça va dire non pour les prochaines années. Que ça dégénère, que voilà, on prie que ça soit vraiment les élections les plus calmes. Il faut que les Africains comprennent aussi, que nous Africains comprennent, que le développement c'est d'abord local. Il faut développer ce que nous avons sur le plan local. Il faut développer nos terres. Il faut développer notre agriculture pour vivre. C'est ça qui fait que le Covid nous a complètement terrassés. Si on dépend de nous-mêmes, sur le plan même agricole, c'est une force. On n'a pas besoin des autres et l'Afrique est riche.